Et donc, allons sur Tim Duncan, si tu veux bien. Tim Duncan, 6 saisons sur la décennie à peine, 14 points de moyenne, 28 minutes de jeu sur la décennie, mine de rien, 28 minutes de jeu sur ces 6 saisons, 11 700 minutes, quasiment 12 000, donc c'est le 177e total de la décennie, donc plutôt bas. D'ailleurs, pile entre Rodney Stuckey et Ramon Session. Voilà. Si ça peut t'aider à situer, grosso modo. 415 matchs pour Tim Duncan. Niveau palmarès, palmarès sur la décennie, bien sûr. Le titre en 2014, évidemment. 2 fois All-NBA sur la décennie, dont une fois en première équipe en 2013 et une fois en troisième équipe en 2015. Donc de beaux restes. 2 fois All-Defensive également. 2 fois All-Defensive Second Team en 2013 et 2015. Et 3 fois All-Star également. Et puis au niveau des comparaisons de draft pour notre ami Tim Duncan, évidemment il n'y a rien parce qu'il est né avant les sites de Draft Express et de NBADraft.net, bien sûr. Et puis au niveau surnom basketball référence, on a Timmy, voilà, Timmy, The Big Fundamental, ok, on connaît. Groundhog Day, est-ce que tu connais toi, The Groundhog Day? Non. Je sais même pas le prononcer. On a aussi Old Man River Walk. Old Man River Walk. Voilà, et encore mieux, si on peut dire, The Stone Buddha pour Tim Duncan. The Stone Buddha. Tu devrais les sourcer leur surnom parce que ça paraît tellement improbable, mais ok, d'accord. Et donc son parcours, 34 ans déjà en début de notre décennie. 2011, donc 28 minutes de jeu par match aux Spurs, bien sûr. Les Spurs qui sont premiers de leur conférence, mais qui vont se faire upset par Memphis au premier tour. Lui encore donc à 13 points de moyenne et 28 minutes de jeu par match. 2012, c'est l'année du retour du lockout, et je le précise parce que du coup c'est Vince qui nous l'avait rappelé sur un podcast récent qu'effectivement il avait profité du lockout pour se refaire une forme physique. Il était revenu beaucoup plus léger, ce qui avait beaucoup prolongé la suite de sa carrière, et donc perte de poids assez marquante pour lui. Et 2012, 28 minutes de jeu par match pour Tim Duncan, qui donc a déjà 36 ans dans sa 36e année, 15 points de moyenne. Et du coup, en playoff, ils vont jusqu'en finale conférence contre OKC. Ils perdent malheureusement 4-2 contre OKC. 2013, 30 minutes de jeu par match pour Tim Duncan, 18 points de moyenne. En playoff, c'est sa perte contre Miami en finale, on connaît l'histoire. Le tir de Ray Allen. 2014, la revanche, toujours 30 minutes de jeu par match pour lui, 29, 15 points de moyenne. Titulaire en playoff, évidemment, et ça va jusqu'au titre. 2015, 29 minutes de jeu par match, toujours pour Duncan, 14 points de moyenne, donc ça ne baisse pas, évidemment. Et en playoff, c'est la fameuse série dantesque contre les Clippers au premier tour. Mais en vrai, les Spurs auraient très bien pu aller en finale de conférence ou en finale tout court. Ça n'aurait pas choqué personne, je pense. Et puis 2016, dernière année pour lui, 25 minutes de jeu par match, donc ça commence un peu à baisser le minutage, à peine 8 points et quelques de moyenne. Et en playoff, ça s'arrête. C'est un petit upset d'ailleurs contre OKC au deuxième tour. Et donc voilà, Tim Duncan s'arrête à 39 ans. Mais même si on ne l'a jamais vraiment vu décliner, peut-être d'ailleurs, je peux te lancer comme ça, c'est vrai que comparé à des Kevin Garnett ou à des Dirk Nowitzki, puisqu'ils sont évidemment inséparables, je trouve que lui, sur cette décennie des années 2010, on n'est pas évidemment dans le paroxysme de sa carrière, mais il a quand même beaucoup mieux vieilli que ces deux-là. On l'a jamais vu aussi peu influent peut-être qu'on a pu voir les deux autres vieillir. Est-ce que j'exagère ou pas? Non, t'exagères pas tant que ça, alors que paradoxalement, avec la révolution du jeu, ça aurait dû être lui qui aurait dû le plus en pâtir. Ouais. Mais je pense que la carrière s'arrête quasiment à 2015. On est encore dans une NBA, on retrouve des postes 5 encore peu mobiles et tout. Donc finalement, il y a quand même toujours sans même parler d'une niche, il y a toujours un rôle pour lui qui est là jusqu'en 2015. Je pense qu'il aurait pas trop fallu que ça s'éternise, on va dire, il sera arrivé en NBA 3-4 ans après. Je sais pas si Duncan aurait tenu encore 3-4 ans dans la NBA de la fin de la décennie. Oui, parce que pour dire même les deux finalistes et même les deux têtes d'affiche du 3 points et de tout ce que tu veux, les Warriors avaient encore Bogut en titulaire et les Cavaliers avaient Mozgov. Voilà. Mais non, un joueur qui continue d'être très intéressant parce que on va commencer par l'évidence. Je veux dire, défensivement, il est peut-être sur ce début de décennie l'un des meilleurs défenseurs. Clairement, puis le joueur déjà qui est, je veux dire, quand il arrive en 2011, on n'a plus du tout le joueur qui avait la mobilité
J'ai envie de dire même il y a 5-6 ans, quoi, sans même remonter à ses années rookie. Clairement, il n'y a plus cette mobilité qui est là, mais il y a toute cette gestion du placement, sa gestion des angles, et qui lui permettent, on va dire, de continuer à faire de sa protection d'arceau une arme majeure, qui feront que, voilà, San Antonio, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Spurs sur ce début de décennie, sur une équipe offensive, mais on continue d'avoir une assise défensive qui est excellente, alors que les spécialistes défensifs se font moins, voient quand même moins de minutes que ce qu'on pouvait voir au début des années 2000. Et c'est pas que Duncan est à lui tout seul une tourelle défensive dans un effectif rempli de joueurs à vocation offensive. Il est loin d'être le seul là-dessus. Et il y a Kawhi Leonard en plus qui arrivera sur la fin. Mais je pense qu'on peut dire que si on va de 2011 à 2015, il est le meilleur défenseur de l'effectif, quoi. Dans l'une des meilleures défenses de la ligue. Parce que voilà, il y a, je veux dire, le jeu a beau commencer à s'espacer, a beau commencer à devenir de plus en plus rapide. Justement, le fait qu'il n'y ait plus d'espace amène aussi que la gestion du placement prend de plus en plus d'importance. Et on n'est pas encore à une NBA trop étirée, où on va même demander finalement au poste 5 de devoir aller défendre bien au-delà de la ligne des lancers francs, quoi. On n'est pas encore vraiment là-dedans. Ce qui fait que Duncan trouve, surtout comme tu dis, en plus un Duncan plus léger, il trouve complètement sa place. Donc, on a déjà cet impact défensif qui est le gros de son impact. Et offensivement, alors, c'est plus possible, on va dire, de jouer comme dans la décennie précédente où le jeu au poste de Duncan est, comment dire, la matrice offensive de l'équipe. C'est plus possible à la fois du joueur, mais je pense que ça aurait été même aussi compliqué vis-à-vis des styles de jeu où le jeu au poste devient de plus en plus dur à faire fructifier et demande en plus d'être de plus en plus un excellent passeur, ce que n'était pas vraiment Duncan. Donc je pense que là-dessus, il y a une transition qui se fait naturellement avec l'âge, mais qui est aussi bénéfique, je pense, au niveau du profil. Mais par contre, en fait, on garde malgré tout un joueur qui, son jeu au poste, il continue à être capable de le jouer. Son toucher de balle, on va dire, dans la zone du court mi-distance, elle est encore là. Et on a aussi ce jeu d'écran qui est toujours là. Et ce qui fait qu'en fait, on a un joueur qui, sans prendre un rôle majeur, a encore ses restes. Et en fait, finalement, je dirais un excellent finisseur, mais un finisseur plus dans le sens, finisseur pour jouer sur du pick and roll à l'ancienne classique, mais aussi à des moments quand même capable, à la manière un peu fondamentalement d'Alioune aussi, de jouer son jeu au poste et d'aller marquer son point sur une possession qui peut être un peu stérile. Vous pouvez pas lui demander, contrairement à avant, de faire ça une vingtaine de fois dans le match, mais vous pouvez très bien lui demander de faire ça 5, 6, 7 fois dans la rencontre. Ouais. Et toujours avec ce pourcentage et cette réussite qui est là finalement. Donc, on arrive, alors je suis pas sûr que sur la décennie, tu me diras si je me trompe, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais qu'on ait un monstre d'efficacité. Non. Mais on a quelqu'un qui est toujours capable, on va dire, de mettre des paniers faciles, qui devient de plus en plus de rôle de l'intérieur. Mais Duncan est capable de faire mieux et à des moments d'aller fixer, mettre quand même quelques tirs compliqués. Si on regarde son profil, le nombre de tirs qui viennent d'une passe décisive, certes, la proportion est plus importante que la décennie des années 2000, mais elle est pas du tout dans la zone d'un pur finisseur comme on pourrait avoir sur d'autres joueurs, quoi. Et je trouve que fondamentalement, toujours être capable à la marge d'être un point de fixation offensif tout en gardant cet impact défensif et tout en ayant l'intelligence de jeu pour savoir s'inclure dans ce jeu des Spurs très différent, très dynamique autour de ses extérieurs, on garde un profil de joueur quand même très intéressant, quoi. Oui, effectivement. C'est pas au niveau de l'efficacité, on est encore très bon. Et comme tu dis, c'est juste que un peu d'ailleurs, enfin, raccourci facile, comparaison facile, parce que même équipe, mais un peu à la manière de Ginobili, qui était plus sur cette décennie, sur des énormes volumes, des énormes temps de jeu et tout ça, mais qui sur son truc réduit était encore très bon jusqu'à la fin, jusqu'à sa retraite.
J'ai un peu envie de dire, de faire ce parallèle un peu facile aussi avec Duncan, où quasiment lui aussi jusqu'à la fin, il pouvait plus le faire, comme tu dis, à un énorme volume, mais quand il fallait, il pouvait encore le faire, quoi. Donc c'était pas juste le défenseur qui faisait son dunk de temps en temps. Il y avait encore cette valeur jusqu'à finalement assez tard. En termes de volume, par exemple, il y a encore des saisons à 26, 25, 28% d'usage. C'est quand même assez bon encore. Hein, c'est pas, enfin voilà. Et même au niveau de l'efficacité, on est autour de la moyenne, un peu au-dessus, parfois un peu en dessous. Mais sur ces tirs-là, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est surtout que, donc on avait ce profil offensif, et on avait aussi surtout un Duncan qui a été sur cette première moitié de décennie des années 2010, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur peut-être de cette première moitié de décennie. Est-ce que j'exagère un peu quand je dis ça ou pas? Il y aura qui en face de lui? C'est un peu l'après Garnett. C'est ça, ouais. Il y a Garnett, mais qui n'a pas duré aussi longtemps. Mais grosso modo, on peut faire l'argumentaire que ça a été lui qui a dominé la première moitié et qu'ensuite Rudy Gobert a dominé la deuxième moitié. Ça peut être. On peut l'argumenter en tout cas. Pour moi, du coup, c'est marrant parce que dans cette équipe. Après, il y a un truc qui est quand même intéressant pour peut-être un peu nuancer le tableau. J'ai été m'amuser à regarder un peu les plus-minus et notamment autour un peu des 3, voire même des 4 stars sur cette période-là qui étaient surtout Parker, Ginobili, Duncan. Mais après, on rajoute un peu Kawhi Leonard. On note pas des différences de fou dans les différents plus-minus de Duncan là-dessus, quoi. Il y a toujours cet avantage défensif qui est moins important qu'on le pense. Je veux dire, on n'est pas sur des différentiels défensifs de fou, ils sont là, ils sont à peu près constants. Mais, comment dire, on sent pas qu'il faut forcément l'association. Si Duncan n'est pas là, on n'a pas une défense qui s'écroule complètement. Preuve que il y avait tout un collectif qui était là. Et offensivement, sa présence sur le plus-minus est plutôt neutre. Alors bon, voilà, il y a toujours l'histoire des titulaires, du banc et tout. Mais c'est pour dire aussi que cette équipe des Spurs, si elle est devenue iconique de par son collectif, ça se ressent aussi quand on essaye d'aller regarder les chiffres du plus-minus, ou en tout cas pour Duncan, on n'a pas des choses qui sont, je vais dire, de l'ordre de l'excellent non plus. On est sur du bon, sur du très bon, mais on n'est pas dans des sphères qui sont des sphères, je dirais, on pourrait s'attendre de manière classique à avoir des joueurs à l'NBA. Alors certes, c'est parce qu'on est aussi dans une équipe où les standards offensifs et défensifs sont excellents. Mais si les Spurs arrivent à maintenir aussi cette excellence quasiment sur les 48 minutes de chaque match, c'est qu'il y a aussi un collectif qui est à l'œuvre et il faut pas l'oublier, quoi. Mais après, alors d'ailleurs j'ai oublié Dwight Howard, hein, effectivement sur la première moitié des années 2010, qui sans doute peut aussi prétendre même beaucoup plus à ce titre. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus de meilleurs défenseurs de la première moitié de décennie, je veux dire. Il n'y a pas non plus avec Duncan des temps de jeu énormissimes. Non plus, on est autour des 30 minutes, toujours, mais on n'est pas sur des énormes temps de jeu, comme d'ailleurs ça pouvait encore se faire en début de décennie. Donc il y a un peu cette nuance-là, effectivement. Au niveau des on-off, comme tu dis, malheureusement pour lui, les Spurs ont toujours été excellentissimes pour aller dénicher des backups en pivot qui étaient très très bons, et qu'ensuite Détroit allait prendre à la free agency, quasiment à chaque année. Mais après, c'est vrai que tu vois, au niveau des on-off défensifs en eux-mêmes, c'est pas la folie, mais d'une part, donc il y a ce côté attaque dont on a parlé, où il fait 2 fois l'NBA, dont une fois première team en 2013 avec, je dis, 28% d'usage encore en 2013, 28%, plus 4% d'efficacité sur un tel volume d'usage, c'est bien, mais surtout, ok, le on-off global défensif est pas à ce point bon, mais par contre, là où il était encore élite, et ça jusqu'à la fin, c'est des chiffres de protection du panier absolument élite, fantastique, jusqu'à la fin, quoi. Même jusqu'en 2016, où on est vraiment sur plutôt un role player défensif que sur un titulaire, on va dire. Même jusqu'en 2016, on a des chiffres à la fois de dissuasion, de fréquence de tir au cercle qui sont élites, et à la fois aussi d'efficacité de tir au panier. L'efficacité autorisée à l'adversaire au panier, à chaque fois, on est dans le 90e, 95e, 97e centile en termes de protection du panier. Et à ça, on rajoute les box-out. À ça, on rajoute la capacité à défendre sans faire de faute aussi, qui était une grande force de Tim Duncan. C'est évidemment la protection du panier, mais pas du tout ultra spectaculaire et tout ça. Non, c'était vraiment les fondamentaux et tout ce qu'on veut. Le QI basket, etc., etc.
Ce qui fait que, oui, c'est un temps de jeu de, entre guillemets, que 30 minutes, et pas 35, 38, etc. Mais sur son temps de jeu-là, on avait encore, en fait, quasiment jusqu'à la fin, un des tout meilleurs protecteurs de panier de la NBA. Et je pense clairement en compétition avec Dwight Howard sur cette première moitié de décennie. Et pourquoi est-ce que je parlais aussi de séparer la décennie en deux, au niveau de la stat de Basketball Index, notamment, qui fait un peu une stat all-in-one, qui donne une valeur défensive, bah justement, en termes de valeur cumulée sur la décennie, Tim Duncan est deuxième derrière Rudy Gobert, qui donc, Rudy Gobert est premier sur les 10 ans, sur le cumulé des 10 ans, et deuxième, le plus gros score cumulé, c'est Tim Duncan. Bon, ça peut aussi s'expliquer parce que le modèle de Basketball Index aime bien le playmaking défensif, les contres et les rebonds notamment, donc ceci explique un peu cela, mais c'est aussi un truc à prendre en compte, et peut-être que on l'avait fait un peu avec Garnett, on se disait, ah oui, finalement, quand on se replonge dans les chiffres et dans les matchs, on voit que c'était encore en défenseur d'élite, 2011, 12, 13. Tim Duncan, j'ai l'impression que ça va même jusqu'à 2015, voire même un peu 2016, sur un rôle mineur, mais on a vraiment un protecteur de panier de très très haut niveau jusqu'en 2015, avec, encore une fois, dans ce modèle de Basketball Index, deuxième score cumulé, et en gros, sur plus de 2000 saisons individuelles, toutes ces saisons sont dans le top 40. Toutes sont dans le top 40 sur plus de 2000, dont le 9e meilleur score, le 21e meilleur score. Voilà, c'est des chiffres un peu, pas à prendre au pied de la lettre, mais je pense qu'il y a un peu cette idée générale que on avait des très beaux restes d'un go-to-guy, même si pas avec le volume d'un go-to-guy, et on avait des très 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 beaux restes aussi d'un protecteur de panier d'élite, niveau défenseur de l'année, même si on n'avait pas le volume et le minutage d'un défenseur de l'année, ce qui fait qu'au final, on avait un joueur encore très très intéressant, quoi. Oui, j'ai rien à rajouter. On peut rajouter le côté passing peut-être en attaque, on n'a pas parlé, mais il s'est aussi inscrit dans ce beautiful game de manière assez remarquable, alors que c'était pas non plus, comme tu disais, de base un passeur de folie, mais intelligence, QI basket, etc. Donc il fait aussi partie, c'était pas que la défense, c'était pas que le poste bas, il y avait aussi ce côté beautiful game, donc ça peut compter aussi. Tu m'arrêtes si tu as d'autres choses à rajouter. Sinon, 2600 minutes de playoff sur la décennie. C'est le 23e total de la décennie. Donc, mine de rien, plutôt pas mal pour Tim Duncan qui s'arrête en 2016. 81 matchs de playoff. Sur ces 80 matchs, il joue 33 minutes de jeu par match, donc un gros temps de jeu titulaire. Mais bref, et donc, où est-ce qu'on le met dans le classement? Sachant que, évidemment, puisqu'on en est à parler des inséparables, on a Kevin Garnett autour de la 55e place, et on a Dirk Nowitzki qui a peut-être la plus grande longévité de tous, qui est 26e. Est-ce qu'on tape au milieu? Ou est-ce que t'hésites plutôt pour le mettre niveau Garnett ou niveau Dirk, du coup? Bah, tu vois, je regardais le nom de Serge Ibaka. Ouais. Oui. Pas la même longévité qu'Ibaka, mais je crois que sur les 5 saisons, je préfère avoir Duncan qu'Ibaka. Donc Ibaka qui est collé à Dirk Nowitzki pour l'instant. Donc, oui. Il y a Dirk Nowitzki 25, Marcus Aldridge 26, Serge Ibaka 27. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai sous les yeux, quoi. Alors on a remonté la Marcus Aldridge tout à l'heure, mais effectivement on est dans ces zones-là. Oui, j'ai pas forcément de contre-argument sur Ibaka, mais par contre sur le fait de le mettre aussi proche de Dirk, tu me diras, mais Dirk il a quand même 2-3 saisons, on l'avait refait, voire même 2-3 saisons en tout début de décennie où il est encore top 10 de NBA. 11 et 12, et même jusqu'en 2015 ou 16, il est encore très bon. Est-ce que c'est pas est-ce que mettre Tim Duncan aussi proche que ça, alors que lui n'a jamais approché ce top d'élite sur cette décennie? Est-ce qu'on fait bien? C'est compliqué parce que je dirais qu'il y a cet aspect des deux côtés du terrain de Duncan que tu retrouves pas chez Dirk Nowitzki, quoi. C'est vrai aussi. Voilà, si on en parle de l'un des meilleurs défenseurs sur la première partie de la décennie, en plus d'un attaquant qui garde ses restes, c'est capable de faire des choses, est-ce qu'on n'est pas sur du NBA borderline, quoi? Oui. Bah, d'ailleurs, qu'il a été All-NBA. Et Nowitzki a peut-être ce pic, mais aussi quand même un effacement qui arrive avec des limitations défensives de plus en plus importantes et même des rôles offensifs qui ne sont plus ceux d'une première option offensive derrière. Alors j'ai une proposition à te faire. Est-ce qu'on remonterait pas en fait Dirk Nowitzki au-dessus du groupe Gobert, Jokic et Thompson finalement? On pourrait le faire. Ouais.
Et est-ce qu'on accompagne Tim Duncan avec? Ou est-ce qu'on laisse Tim Duncan un peu en dessous? Les deux me vont. Mais tu vois, ouais. Tu vois, Klay Thompson, finalement, on avait compté. Klay Thompson, c'est 7 saisons sur la décennie. Quand tu enlèves un peu les saisons rookies et ensuite les saisons où il est blessé à la fin, il y a 7 vraies saisons, on va dire. Duncan, il en a 5 et demi si on prend la dernière. Avec un impact plus gros que Klay Thompson, je pense, on peut dire, sur ces 5. Oui. Ça me va de faire ça. Donc on aurait, par exemple, on aurait du LaMarcus Aldridge, 22, Nowitzki juste en dessous, Duncan juste en dessous, et donc un peu quelques places en dessous, on aurait Serge Ibaka, comme ça on met un peu plus de distance entre les deux. Ouais, ça me va. Ouais. Est-ce que ça tirait? Ouais. Ok. Sachant que Gobert et Jokic avaient les deux moins de longévité et un profil sans doute beaucoup plus unidimensionnel que Nowitzki et Duncan. Non, ça me va de faire ça. Ok, alors faisons ça. Et du coup, petit quiz pour finir. Alors, celui-là, très facile. Qui est dans l'effectif? Les Spurs du Beautiful Game, évidemment, qu'on n'avait pas encore fait. Les Spurs de 2014, je pense que tu as quelques noms à me citer. Parker. Ouais. Ginobili. Ouais. Kawhi Leonard. Oui, tout à fait. Thiago Splitter. Oui, tout à fait. Boris Dio. Oui. Bellinelli doit être là aussi. Exactement, il est là. Patty Mills. Oui. L'arrière, tu l'as pas encore cité, l'arrière classique des Spurs. Record de 3 points en finale. Ah, Danny Green. Danny Green, évidemment. Dans les grands classiques. Et j'arrive au bout, je crois. Bizarrement, il y a Malcolm Thomas. Je crois qu'on a cité tout à l'heure. Je ne sais plus dans quel quiz. Mais il y a Malcolm Thomas. On avait 2 meneurs backup, dont un qui ensuite a fait du Toronto, ensuite a fait du Sacramento. Je crois qu'actuellement, il est à Détroit. C'est un nom qui doit te parler en cette période de Noël. Non, ça te dit rien. Non. Non, c'était Corey Joseph. Ah oui, c'est vrai, oui. Corey Joseph. Oui. Et un autre meneur entre guillemets, qui je crois qu'il sera échangé en cours de saison aussi, et qui est un Français, qui n'a pas le titre concrètement, si je dis pas de bêtises, puisqu'il il a peut-être le titre, mais il n'était pas là en fin de saison. De Colo. Exactement, Nando De Colo, Okay, dans cet effectif en 2014. On avait tiens, d'ailleurs, j'ai parlé des pivots backup de très bonne qualité piqués par Détroit. Il y en a un qui est là déjà. C'est pas Aaron Baines, si. Exactement, Aaron Baines est là. Aaron Baines est là. Est-ce qu'il n'y a pas Matt Bonheur? Exactement, Matt Bonheur est là. J'allais te le faire deviner. Je dis, on avait Jeff Ayers aussi, pardon. Jeff Ayers. A-Y-R-E-S. On avait, si je te dis, arrière, ultra athlétique, Lakers de Kobe Bryant. Shannon Brown. Exactement, Shannon Brown. Et puis je crois que c'est pas mal. Après, on avait du Damian James, on avait du Austin Day aussi. Austin Day, oui, c'est vrai, oui. Otius Jeffers, ça te parle? Ça, Otius Jeffers. Non, ça me parle pas. Non, moi non plus. Et donc voilà pour ces Spurs du Beautiful Game.